Bonjour à tous. Merci à vous d'être présents. Merci beaucoup pour l'introduction, Herveline. Donc en effet, l'introduction a été faite, donc on va passer une grosse demi-heure là, à évoquer les sujets caractérisation de site, et notamment quels sont les enjeux pour donc la conception et le suivi des projets. Donc j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Camille Dodin, donc ingénieur projet chez RWE, Colline Delafosse, ingénieur océano-météo chez EDF Renouvelables, et deux chercheurs de France Énergie Marine, donc Nicolas Michelet, chercheur en hydrodynamique sédimentaire, ainsi que Robin Marcille, doctorant en prévision court terme et prévision probabiliste. Donc l'objectif là, de la demi-heure, vous allez voir, ça va être des échanges où on va récupérer l'expression de besoin. Déjà, on va parler de quoi on parle quand on mentionne caractérisation de site. Quels sont les besoins des industriels, quels sont les besoins de recherche, les gros sujets d'actualité, l'activité chez FEM sur ces sujets-là. Et normalement, ça devrait nous occuper sur la prochaine demi-heure. Donc, n'hésitez pas à accumuler les questions, on essaiera d'y répondre par la suite. Et je ne me suis pas présenté, donc Florent Guinaud. Moi, je suis responsable d'un des 4 problèmes de recherche qui a été présenté par Herveline, donc sur tout ce qui est caractérisation de site. Ben, je vous propose d'attaquer dès maintenant. Donc, caractérisation de site, Herveline en a parlé un peu. Vous allez voir, chacun va intervenir chacun son tour. Mais Camille, si tu peux nous dire 2 mots en gros. Qu'est-ce qu'on entend par caractérisation de site? On parle de quoi? Ouais. Bonjour à tous. Alors, ce qu'on appelle la caractérisation de site, en fait, c'est une discipline à proprement parler de l'ingénierie, où le but, c'est de rassembler des connaissances, comme l'évoquait Herveline, sur toutes les conditions environnementales, finalement, qui vont avoir un impact sur le dimensionnement de notre projet au sens large. Donc un impact que ce soit sur la configuration du parc, que l'on appelle aussi le layout, sur toutes les opérations en mer, donc installation, opération et maintenance pendant la phase d'exploitation, et aussi toutes les études de design de structure que l'on peut faire. Donc lorsqu'on parle, pour le dire de manière hyper simpliste, quand on parle du système que l'on regarde, à savoir une éolienne, eh bien ce système il est en interaction avec 3 milieux différents, l'atmosphère, l'océan et le sol marin. Donc, lorsqu'on va faire de la caractérisation de site, on va chercher à caractériser et à rassembler des informations sur les conditions atmosphériques, donc évidemment le vent, les conditions normales et extrêmes de vent, l'intensité de turbulence et aussi d'autres paramètres comme le cisaillement. On va aussi essayer de rassembler des connaissances sur les conditions météo-océaniques, donc évidemment les états de mer, mais aussi par exemple la hauteur d'eau, la courantologie, tu en parleras mieux que moi, Colline, là-dessus. Et on va essayer de rassembler des informations sur les conditions géologiques, donc les informations sur le sol marin, à savoir la couche sédimentaire, ses propriétés, et les propriétés des couches aussi géologiques qui sont plus profondes. Donc vous l'aurez compris, en fait, la caractérisation de site, ça rassemble plein d'expertises différentes. Des personnes qui font de la modélisation des écoulements de vent, par exemple, sur un site donné, à des personnes qui ont vraiment une expertise géologique, enfin en géosciences. Et aussi, la caractérisation de site, finalement, c'est vraiment la première pierre avant même d'envisager toute étude de dimensionnement, puisque les paramètres que l'on obtient à l'issue des études de caractérisation de site, donc les paramètres atmosphériques, météo-océaniques et géologiques, servent vraiment de données d'entrée. Et en fonction du niveau de détail des études de dimensionnement, eh bien, on va avoir aussi un niveau de détail plus ou moins poussé des paramètres de caractérisation de site qu'on va rechercher. Donc si on est en concept design, en pre-feed, en feed ou en detail design, on va les caractériser de manière plus ou moins fine. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur la caractérisation de site. Parfait, merci beaucoup. Du coup, je pense que Colline, tu vas pouvoir aller un peu plus loin. Excusez-moi, je me permets de les appeler par leur prénom. J'ai travaillé avec ces personnes, donc c'est dur d'instaurer un vouvoiement quand on s'est connus avant. Si Colline, tu peux nous dire un peu plus, donc du coup, quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour approcher tous ces différents paramètres? Oui, bonjour à tous. Donc pour les moyens mis en œuvre pour estimer ces différents paramètres, donc il y a 2 types de moyens mis à notre disposition. Donc le premier, c'est la réalisation de campagnes de mesure sur site. Donc pour cela, on va installer des instruments différents en fonction du paramètre qu'on voudra caractériser. Donc par exemple, pour mesurer le vent, on va utiliser des systèmes laser, basés sur des mesures laser et notamment des lidars, qui permettront d'obtenir des profils de vent, et caractériser aussi des paramètres comme la turbulence, etc. Pour les courants, on se basera plutôt sur des systèmes acoustiques, donc de type des courantomètres nommés ADCP. Et pour les mesures de vagues, on utilisera des bouées houlographes
utilisant des centrales inertielles pour mesurer, pour en déduire les variations de niveau d'eau et donc les vagues. Donc ces systèmes globalement ces instruments seront installés sur des systèmes qui coupent différents types d'instruments, donc des flotteurs qui seront en craie et donc en surface et qui permettront du coup d'obtenir des données en temps réel sur les caractéristiques du site et donc de pouvoir intervenir rapidement si jamais il y a des problèmes sur certains instruments pour avoir des mesures les plus continues possibles. Donc, le deuxième moyen qui est à notre disposition, c'est les modélisations. Donc, en gros, ces modélisations permettront d'extrapoler dans le temps et dans l'espace les paramètres qu'on aura mesurés de manière ponctuelle et sur des périodes relativement courtes. Donc, grâce à ces modélisations, on pourra avoir des séries long terme des paramètres et pouvoir faire l'ensemble des analyses dont on a besoin pour nos projets. Et donc, pour ces modèles, il y a différents types de modèles qui existent donc c'est des modèles différents qui seront utilisés en fonction des paramètres qu'on voudra estimer. Donc des modèles atmosphériques pour estimer le vent et les différents paramètres atmosphériques, des modèles spectraux pour les états de mer, donc qui permettent de mesurer la génération, la propagation, la dissipation des états de mer sur un site. Et des modèles hydrodynamiques pour la partie courant et niveau d'eau. Et donc, il est très important d'avoir des mesures pour pouvoir valider ces modèles et avoir confiance dans ces données long terme dont on va avoir à disposition sur nos sites. Parfait. Merci beaucoup, Colline. Et donc, l'introduction était parfaite. Et concrètement, une fois que vous avez récupéré ces informations, donc mesure modèle, vous en faites quoi ? Donc on peut parler d'abord du vent, parce que c'est un des sujets que tu maîtrises le plus, Camille. Donc une fois que vous avez ces séries long terme, ça vous sert à quoi concrètement dans les projets ? Alors, déjà, on n'a pas forcément besoin de séries long terme. Tout dépend de la phase du projet dans laquelle on est. Ça, c'est un point important. Si on est en phase vraiment early stage de développement, on peut s'en sortir directement avec des modèles méso-échelle pour ce qui est de l'évaluation de la ressource. Alors évidemment, ça a on peut mettre quelques exceptions à ça, notamment si on est sur des projets où on sait que les conditions de vent sont très complexes. C'est un peu le cas en Méditerranée, on y reviendra après. Ou alors où on sait que les modèles méso-échelle représentent finalement mal la zone, ceci pouvant être lié avec le premier point, ou alors si le contexte réglementaire l'impose. Donc, mais cela dit, lorsqu'on est en phase d'appel d'offres, et c'est le cas pour les appels d'offres français, les projets français, ou qu'on s'approche de phase de FID, là on a besoin de séries temporelles. Et nous, notre besoin, c'est d'avoir à minima, et c'est quelque chose de classique dans la filière, une année complète de données pour pouvoir capter les variabilités saisonnières. Donc ça, c'est vraiment le point important. Et à partir de cette série temporelle, nous, on a un process de traitement des données qui est assez classique, qui commence par du data cleaning pour enlever les valeurs qui sont aberrantes ou qui sont inconsistantes entre elles. Et ensuite, différentes étapes d'extrapolation. Donc, extrapolation verticale de la série temporelle pour ramener à la hauteur finalement du moyeu de la turbine qu'on a choisi pour le projet. Extrapolation temporelle, finalement, pour ramener la série temporelle de la donnée mesurée qui peut être d'1 an ou éventuellement un peu plus, mais jamais suffisamment longtemps pour couvrir la durée de vie de la ferme. Donc ça, c'est la deuxième étape, extrapolation ou correction long terme. Et enfin, la dernière étape, extrapolation horizontale pour ramener chaque série temporelle à la position de chaque éolienne qu'on envisage pour le projet, donc en fonction de la configuration. Donc ça, évidemment, on doit le réitérer à chaque fois qu'on change la taille de la turbine, à chaque fois qu'on va changer, qu'on reçoit des nouvelles données aussi. Voilà, c'est plein de choses qu'on va devoir réitérer tout au long de la phase de développement du projet. Éventuellement, quand on se rapproche de la FID, on peut faire appel à une analyse externe. Alors, ce n'est pas du tout quelque chose qui est commun chez RWE. On a une équipe qui est très dense de personnes qui sont vraiment spécialisées dans l'analyse de la ressource et dans l'estimation du productible. Donc, c'est vraiment cette équipe-là qui est en charge des analyses et à laquelle on fait confiance à 100%. Les seules situations où on peut se retrouver à devoir faire des analyses externes, c'est quand on est dans des situations de partenariat. Par exemple, c'est le cas sur l'appel d'offres numéro 6 en Méditerranée, où on est en partenariat avec Bourbon. Ce scénario-là pourrait se présenter en cas de victoire, notamment. Donc, voilà, on fait vraiment confiance à cette expertise interne qu'on a chez RWE. Et ce sont des personnes au sein de cette équipe qui sont très impliquées au sein des projets FEM. Donc, je pourrais notamment citer un projet qui s'appelle le projet Orochi, qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui traite de la caractérisation de sites, des sites qui sont exposés à des ouragans.
donc notamment dans la région Asie-Pacifique et aux États-Unis. Et où finalement, on a des personnes de cette équipe qui sont très impliquées là-dedans. Alors peut-être pour finir sur les besoins qu'on a en termes de durée de série temporelle, donc je le disais, nous, ce dont on a besoin, c'est minimum 1 an. Quand on doit dimensionner nos campagnes en mer, on va chercher plutôt à avoir la best practice, c'est plutôt 2 ans de mesure. Parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'avec 2 ans de mesure, on réussissait à réduire l'incertitude liée à la correction long terme. Parce qu'on commence à capter les variabilités interannuelles. Donc voilà, on a la chance avec la DGEC qui dimensionne ces campagnes pour nous en France d'avoir plusieurs années. Mais voilà, c'est vraiment très important et nous, ce qu'on demande, c'est 2 ans. Très bien, merci beaucoup Camille. D'un point de vue océano, plus niveau vague et courant, l'exploitation qui est faite par derrière, c'est... Ouais, donc pour les données de site sont utilisées pour la conception des systèmes. Donc en gros, quand on va concevoir les différents éléments du parc, donc l'éolienne, le flotteur, l'ancrage, etc., on va vérifier qu'il tient bien aux différentes conditions qu'il peut y avoir sur le site. Et donc on va simuler un certain nombre de conditions différentes, donc des valeurs différentes de vent, vague, courant qui sont représentatives du site. Et donc il y aura à la fois des cas qui seront utiles pour l'estimation de la fatigue qui seront faits, donc qui consistent à vérifier que la structure va tenir à des sollicitations répétées et pour les conditions les plus fréquentes sur le site, et aussi les conditions les plus extrêmes, la tenue des structures aux conditions les plus extrêmes. Donc en gros, on va vérifier que les structures vont tenir pour les tempêtes les plus extrêmes qui peuvent arriver sur un site donné. Et donc pour pouvoir faire ces différents pour pouvoir avoir les données nécessaires pour ces différents calculs, on va avoir besoin de faire des analyses jointes sur les différents paramètres et donc déterminer pour différentes vitesses de vent, par exemple, quels sont les états de mer, courant, niveau d'eau qu'on pourra avoir pour cette vitesse de vent donnée. Et ça sera utile pour vérifier la tenue de la structure. Et pour la partie conditions extrêmes, on va vérifier donc on va avoir besoin d'avoir des séries temporelles longues pour pouvoir estimer l'intensité des tempêtes les plus fortes sur le site en faisant le moins d'extrapolation possible. Donc pour faire ces analyses, on se base sur des théories statistiques, la théorie des valeurs extrêmes. Et donc le plus long la série temporelle est, et moins on a d'incertitude sur cette analyse statistique, et mieux on peut aussi connaître les caractéristiques des événements extrêmes qu'on peut avoir sur notre site d'intérêt. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Donc on a vu les focus les plus importants, donc la ressource avec tout ce qui est atmosphérique pour la conception des systèmes. Mais on voit qu'il y a d'autres thématiques aussi. Là, Robin, je vais te laisser la parole, notamment sur les problématiques d'opération et maintenance et de prévision météo pour les opérations. Si tu peux nous dire un peu en quoi consistent notamment tes travaux et quelle est la problématique. Ouais, donc je pense que Camille, tu l'avais mentionné très rapidement au début, mais la caractérisation de site, c'est aussi important pour les opérations de maintenance et sur différentes phases. La première phase, ça va être pour estimer en fait à quel point le site sur lequel on travaille va être accessible pour les bateaux qui vont faire la maintenance. Et donc dans les phases de design de projet, ça va permettre d'estimer combien on va devoir dépenser pour maintenir les éoliennes. Donc ça, c'est sur le long terme. Et moi, mes travaux, ils font partie d'un projet de France Énergie Marine qui s'appelle Flotton, qui s'intéresse aux opérations de maintenance de l'éolien flottant. Et là, on va s'intéresser à la caractérisation de site, mais en mode prévision météo. Donc comment est-ce qu'en fait une prévision météo à court terme va influencer le coût des opérations. Et sur ça, en fait, on a parlé d'accessibilité de site. En fait, les opérations de maintenance qu'on va faire sur les éoliennes, elles vont être dépendantes de paramètres météo-océanaux, typiquement les vagues, le vent, le courant, qui, en fonction de l'opération, vont limiter les fenêtres d'accessibilité. Et les décisions qu'on va prendre en opérationnel vont dépendre de prévisions météo en mer, à des endroits où on a très peu de mesures et avec beaucoup d'incertitudes. Et donc, dans le projet Flotton, on s'intéresse à ces opérations-là, notamment pour l'éolien flottant. On va devoir faire appel à des technologies qui ne sont pas encore éprouvées, avec beaucoup d'incertitudes sur le design de ces technologies de maintenance et aussi sur les limites d'opérabilité auxquelles elles vont devoir faire face. Et donc on essaye d'implémenter des méthodes d'apprentissage profond pour générer des incertitudes sur les prévisions météo-océaniques et donc, in fine, optimiser la planification et l'exécution des opérations de maintenance.
Donc aussi sur le court terme. Donc là, on voit que la caractérisation de site, c'est à la fois sur le long terme pour le design des projets, mais aussi sur le court terme, sur des décisions opérationnelles. Merci beaucoup, Robin. On peut enchaîner sur... Il y a énormément de projets sur la caractérisation de sites et de thématiques. Il y en a une qui est un peu moins évidente ou moins connue, c'est Nicolas qui va en parler. C'est qu'on est amené à installer des systèmes qui vont faire plusieurs milliers de tonnes d'acier ou de métaux à l'eau, avec donc des protections cathodiques, avec des risques potentiels de dispersion d'éléments chimiques ou métalliques. Et donc Nicolas peut nous parler d'un de ces projets, enfin de deux de ces projets sur lesquels il travaille, justement sur ces caractérisations de sites, donc de modèles de dispersion pour les éléments métalliques. Oui, en effet, on s'intéresse beaucoup pour faire le lien avec la caractérisation de sites. Désolé, c'est très bizarre de m'entendre en même temps parler. Pour faire le lien avec la caractérisation de site, là, ce qu'on essaie de faire avec les modèles hydrodynamiques, c'est de recréer au maximum les conditions réalistes de la zone, donc en termes de courant principalement, pour ensuite intégrer des relargages donc, de ce qu'on appelle des éléments chimiques. Donc, je vous rassure, pas des barils vert fluo, hein, mais plutôt de l'aluminium qui peut provenir de protection cathodique, par exemple. Donc là, on essaie de déterminer quelle est la quantité relarguée par la dissolution des anodes sacrificielles qui seront installées sur les éoliennes par période de temps. Et donc on intègre ça dans des modèles hydrodynamiques et on étudie leur dispersion sur plusieurs années pour avoir donc ce qu'on appelle des concentrations effectives dans la zone pour ensuite faire une analyse de risque pour voir si ça peut avoir un impact sur l'environnement. Voilà. Donc là j'ai parlé de protection cathodique par anode sacrificielle, mais il y a aussi une autre technologie qui s'appelle ICCP, donc c'est par courant imposé. Donc concrètement on injecte du courant dans la zone à protéger, donc qui relargue d'autres éléments. Donc pour l'instant on est justement en train de travailler sur un projet, donc le projet qui s'appelle EcoCap, pour identifier les éléments qui sont relargués par l'utilisation de ce système de protection cathodique et faire la même chose qu'avec l'aluminium, étudier un peu leur dispersion dans différentes zones pour voir quel impact ça peut avoir sur l'environnement. Merci beaucoup Nicolas. Tu peux garder le micro parce que on va essayer de basculer petit à petit sur la thématique méditerranéenne. Donc vous avez vu un petit panel d'activités à travers les noms qui ont été mentionnés, là, les projets sur les cyclones, les projets sur les prédictions court terme, sur les modélisations. Et si on fait un focus sur la Méditerranée, quelles sont les problématiques particulières, notamment sur les dispersions, l'hydrodynamisme de l'hydrodynamique sur la zone ? Alors sur la Méditerranée, la problématique principale, c'est que c'est très compliqué de modéliser l'hydrodynamique de la Méditerranée. Donc moi je travaille sur le golfe du Lion en particulier, mais c'est assez général sur l'ensemble de la Méditerranée. Pour vous donner un exemple, si on compare avec ce qui se passe en Manche par exemple, en Manche on va avoir des courants de marée assez forts qui vont balayer la zone, donc qui vont dominer la dynamique régionale dans la zone. Et mis à part des fortes tempêtes, donc le vent peut un peu modifier cette hydrodynamique, mais globalement, c'est à ça que va se résumer la circulation dans la zone. Maintenant, si on revient à côté d'ici, en golfe du Lion, là c'est beaucoup plus compliqué, parce que je ne vous l'apprends pas, en Méditerranée, la marée est extrêmement faible. Elle est là quand même, mais très très faible. Et donc là, on a plusieurs forçages qui vont vraiment dominer cette dynamique. On connaît bien sûr le Mistral, le Tramontane qui est très présent dans la zone, qui va beaucoup brasser l'eau en golfe du Lion. On a aussi le panache du Rhône qui est important et des courants qui sont plus régionaux, qui vont provenir plus de l'est de la Méditerranée, comme le courant nord, donc qui va venir balayer sur la partie sud du golfe du Lion. Et en fait, modéliser l'interaction de tous ces forçages en même temps, c'est très compliqué. Et même actuellement, les modèles hydrodynamiques ont encore du mal à recréer les circulations, notamment au niveau du courant, c'est extrêmement difficile. Donc voilà, là c'est une grosse problématique en tout cas dans cette zone-là. Merci Nicolas. Si on parle un peu vent et vagues, Robin, notamment encore une fois par rapport à ce qui peut exister en mer du Nord, quelles sont les spécificités de la Méditerranée ? Ouais, donc je vais faire comme toi Nicolas, c'est plus agréable. Donc en Méditerranée, comme disait Nicolas, il y a des spécificités du climat local, notamment du coup, la prédominance de vent de terre avec le Mistral pour l'est de golfe du Lion et la Tramontane pour l'ouest.
Ces vents-là, ils sont un petit peu particuliers. Les vagues qu'ils créent sont assez particulières aussi. Elles viennent de très proches, ce qu'on appelle des fetch courts, c'est-à-dire que le vent a soufflé sur une petite distance en fait au-dessus de la mer. Et ça, c'est très différent des situations qu'on a en Atlantique et en Manche, où en fait c'est des houles qui viennent de loin dans l'Atlantique, sur lesquelles des dépressions ont soufflé pendant des centaines de kilomètres. Donc on ne parle pas du tout des mêmes types de vagues, et notamment des mêmes échelles de temps. Et donc tous les gens qui habitent à Marseille, ils savent qu'un Mistral, ça peut se lever en 1 heure, et que la houle qui est associée à ce Mistral-là, elle se lève aussi en 1 heure en fait, et que ça peut vite devenir assez violent. Le phasage de ces événements-là, de Mistral typiquement au large de Marseille, ainsi que leur intensité, c'est des choses qui ne sont pas très très bien prédites par les modèles météo, et qui demandent du coup des recalibrages locaux sur ces zones-là. Maintenant, si on revient du coup au développement de l'éolien en Méditerranée, en fait, ce qu'on voit, c'est que la plupart de l'expérience qui a été acquise par la filière, ça a été acquis en mer du Nord et en mer Baltique. Et donc moi, sur ma thématique des opérations de maintenance, les standards pour les opérations de maintenance, donc les standards de facteurs de sécurité qu'on applique aux limites d'opérabilité, sont calibrés sur la mer du Nord. En fait. Donc sur des conditions qui sont vraiment très très différentes de ce qu'on a en Méditerranée. Et donc ça, en fait, ça montre qu'il y a un effort de recherche très important à mener en Méditerranée pour mieux calibrer nos systèmes, pour mieux caractériser l'ensemble de ces phénomènes, pour adapter les standards, pour adapter les méthodes et les pratiques. Et ça va du coup aussi avec un grand besoin de données de mesure. Données de mesure de vent et de vagues à différents endroits du golfe du Lion. Alors ensuite, sur la complexité des phénomènes qu'on observe en Méditerranée, il y a un projet à France Énergie Marine qui s'appelle Cassiopée, qui a été clôturé récemment, qui a visé à développer des modélisations couplées entre atmosphère et océan, pour modéliser en fait l'impact que peuvent avoir le vent sur les vagues et le vague sur le vent, inversement, avec les échanges, typiquement les échanges d'embrun, enfin l'impact des embruns sur les profils de vent. Donc ce genre de modélisation couplée, c'est un exemple d'effort de recherche qui peut payer en fait, pour mieux caractériser les phénomènes en Méditerranée. Et moi, dans mon projet Floton, on essaie justement de prédire de manière jointe le vent et les vagues, donc en utilisant des méthodes d'apprentissage profond, mais de traiter ces différents paramètres comme des paramètres qui sont liés, et également l'incertitude des modèles en fait. On essaie de la prédire de manière jointe pour venir informer les décisions de manière plus appliquée. Mais encore une fois, voilà, tout ça va devoir, on va devoir accentuer l'effort de recherche et venir sur le terrain des standards et des méthodes, voilà, pour venir les adapter à la Méditerranée. En effet, merci beaucoup Robin. Et donc vous avez tous entendu parler qu'il y a eu des appels d'offres déjà en Méditerranée. Concrètement, je pense que Camille, c'est toi qui es la plus au courant là-dessus. Qu'est-ce qui a été réalisé par les services de l'État pour justement consolider vos modèles économiques, faire vos architectures de ferme là, quelles mesures ont été réalisées particulièrement sur les zones d'intérêt? Alors, il y a plein de types de mesures qui ont été réalisées. Donc déjà, l'État français a déployé 3 lidars flottants pour pouvoir évaluer la ressource en vent sur les sites. Ils ont aussi mené, conjointement à ça, des acquisitions de données météo-océan. Puis ils ont mené des études aussi de caractérisation de sol, donc géophysique, géotechnique. Donc voilà, ça c'est ce que je peux dire globalement. Et on reçoit au fur et à mesure de l'appel d'offres, et c'est un appel d'offres qui est toujours en cours, l'ensemble de ces données pour nous aider à affiner toutes nos modélisations et nos études. Ok, merci beaucoup. En termes de modélisation, Colline, si tu peux nous tenir informés de ce qui a été fait? Oui, en termes de modélisation, donc il y a des modélisations qui ont été faites, qui ont été fournies par l'État et qui ont été réalisées par le CHOM, donc sur les paramètres océanaux, donc à la fois, principalement un rejeu d'état de mer qui a été fourni par l'État. Et donc du coup, nous, pour répondre aux appels d'offres, on a accès à la fois à ces données fournies par l'État, mais aussi à d'autres bases de données qui sont mises à disposition par d'autres instituts de recherche, notamment par l'IFREMER ou par l'Agence européenne et le programme Copernicus. Donc en gros, pour nous, on utilise à la fois les données fournies par l'État, mais aussi d'autres bases de données. Et en gros, on choisit la base de données la plus pertinente en fonction des comparaisons qu'on peut avoir par rapport aux mesures réalisées sur site. Mais du coup, ce qu'on a vu dans ces comparaisons, c'est que par rapport à d'autres localisations, notamment en Manche ou en Atlantique, les modèles étaient
un peu moins fiable que sur d'autres régions. Donc il y a des progrès à faire sur ces modélisations pour pouvoir optimiser encore plus le design et pouvoir bien prendre en compte les interactions entre les paramètres et pouvoir faire des analyses plus fines, notamment prendre en compte la directionnalité des courants ou des choses comme ça pour le design. Donc on a déjà des données à notre disposition qui sont relativement fiables, mais il y a encore des progrès à faire pour pouvoir vraiment optimiser le design et optimiser nos structures. Peut-être si je peux me permettre de compléter là-dessus sur la caractérisation de la ressource en vent. Donc, on a la chance dans le cadre de l'appel d'offres numéro 6 d'avoir eu des lidars qui ont été déployés maintenant sur plus qu'une année et sur lesquels on a eu accès à cette donnée-là. Et on a aussi noté sur la caractérisation de la ressource en vent qu'on avait des écarts plus forts entre les modèles méso-échelle et les données que sur d'autres façades. Donc, toutes ces données-là nous permettent de faire des recalibrations et bien faire nos étapes d'extrapolation, correction dont je parlais et de raffiner ça. Mais voilà, c'est quelque chose aussi qu'on observe sur la ressource en vent. Et comme tu disais, Robin, comme c'est une façade qui a été moins caractérisée par le passé simplement du fait de l'historique de développement des projets éoliens en mer, on a des problématiques spécifiques à cette façade-là qu'on va moins bien caractérisé que sur d'autres façades. Je pourrais prendre un exemple parce que ça me permet de rebondir sur un projet FEM qui est assez important, qui est le projet NEMO. C'est le sujet de l'intensité de turbulence qu'on va finalement moins bien caractériser sur cette façade-là parce que en fait, il y a uniquement des lidars flottants qui ont été déployés. On sait que c'est une vraie difficulté que de caractériser l'intensité de turbulence qui a pourtant un impact significatif non seulement sur la quantification des effets de sillage, mais aussi sur le dimensionnement de la turbine, que ce soit en termes de fatigue ou simplement de performance de turbine. Et donc le projet NEMO vise spécifiquement à répondre à cette problématique-là de quantification de l'intensité de turbulence à partir de lidars flottants dans le contexte méditerranéen. Donc ce projet est copiloté par FEM et l'Institut Fraunhofer. Il vient de commencer et c'est vraiment des projets comme ça qui sont essentiels pour nous en tant que développeurs, notamment sur cette façade-là. Merci Camille. Je vois l'heure qui tourne, désolé, il faut qu'on avance. Il y a eu un mot-clé qui a été mentionné par Herveline notamment tout à l'heure, c'était le changement climatique. Évidemment, il y a 10 ans, on entendait tous parler de ça, des horizons 2050, voire 2100, mais on voit que 2050, là, les projets qui sont en cours d'élaboration, ils vont les voir, ces évolutions en 2050. Donc Robin, est-ce que tu peux nous donner les tendances, les premiers signaux sur la façade méditerranéenne notamment, sur quelles devraient être les tendances en termes de hausse, baisse des différents phénomènes? Ouais, donc je me base sur des premiers résultats d'un projet de France Énergie Marine qui a été lancé à l'automne, donc qui s'appelle Toussina et qui est piloté par France Énergie Marine, qui s'intéresse du coup aux effets du changement climatique sur l'éolien en mer et donc sur les différentes façades en France également. Donc ce qui sort, alors premier point peut-être je mentionne et je pense que Colline tu rebondiras dessus, c'est que la première variable à laquelle on pourrait penser c'est le niveau de la mer. Le niveau de la mer, on sait que les dés sont jetés pour les 50 prochaines années et on a une idée assez claire de l'élévation du niveau de la mer et donc ça doit être pris en compte dans le design et aussi dans les extrêmes qu'on pourrait voir. Et ensuite, pour vous donner juste des idées de ce qui sort du rapport du GIEC, donc là je me base sur le 6e rapport, qui est le rapport qui est sorti il y a 2 ans sur les bases physiques du changement climatique. Ce qui est attendu en Méditerranée, alors bon, vous savez, ils ont tous des éléments de langage en fait, le GIEC, mais en gros, ils disent qu'avec une grande probabilité, la Méditerranée et le Golfe du Lion devraient observer une baisse de la ressource en vent moyenne. Ça, c'est pour vous donner juste une idée que, en fait, dans les 30 prochaines années, les business cases qu'on fait aujourd'hui sur les projets éoliens en mer font l'hypothèse d'un climat stationnaire, mais en fait, cette hypothèse-là, potentiellement, elle pourrait lâcher et sur des paramètres très importants pour le design et pour les plans de financement qui sont typiquement le vent moyen. Donc ça, c'est dit avec le GIEC avec une grande probabilité. Ensuite, il y a un deuxième élément, et donc là, je rebondis sur des éléments que vous avez soulevés, Camille et Colline, avec une probabilité moyenne, on voit une augmentation des événements de vent fort, et donc en fait, ça se traduit dans le golfe du Lion par une intensification et une augmentation de la fréquence des événements convectifs forts et qui vont amener des rafales de vent, pareil, donc des extrêmes qu'on n'avait pas vus avant et donc qui ne peuvent pas être capturés par les extrapolations temporelles qu'on fait, qui sont basées en fait sur du climat passé. Faut voir qu'en fait toutes les hypothèses qu'on fait dans le design, pour l'instant, elles prennent en compte l'hypothèse d'un climat stationnaire et quand on relâche cette hypothèse,
On ne sait pas ce que ça donne. En fait. Voilà, donc là, il y a un gros sujet à creuser. Et le projet Toussina, du coup, il vise à... Donc c'est un projet préliminaire. Il amène en fait toute une thématique qui va être développée chez France Énergie Marine. Il vise à définir des métriques spécifiques pour l'éolien en mer, par rapport au changement climatique et selon les différentes façades et les différentes régions. Merci Robin. Donc là, on a parlé beaucoup d'océano. Il y a une thématique là, sur le changement climatique qui reste liée à l'éolien posé et flottant en mer. C'est la problématique d'atterrage, avec une vraie problématique donc, liée au changement climatique. Nicolas, tu peux nous dire 2 mots sur ce sujet? Oui, on peut faire le lien avec ce que vient de dire Robin, avec l'augmentation des événements extrêmes. En fait, il faut savoir que l'atterrage, ça veut dire qu'on va passer le câble sur une plage. Et quand une plage se prend une tempête, donc sa morphodynamique va changer. Et si on augmente la fréquence des tempêtes en général, il est possible que les plages n'aient pas le temps de récupérer de la tempête d'avant et du coup qu'elles soient encore plus érodées par la tempête suivante. Donc c'est là où il y a quand même un gros problématique à étudier, c'est par rapport aux conditions de design de l'atterrage, voir si justement l'augmentation de la fréquence des tempêtes ne va pas amener à plus creuser grossièrement à creuser un peu plus la plage et faire sortir les câbles à l'extérieur et donc potentiellement les abîmer ou autre. Donc là, on peut vraiment se poser la question là-dessus. Merci Nicolas. Et on va finir, je pense, avec la question piège là, pour nos industriels. Je suis désolé. Vous étiez un peu préparés. Mais donc on voit qu'il y a un avenir assez incertain là, en termes d'évolution donc des conditions océano-météo. Et donc concrètement, vous prenez ça en compte comment actuellement? Donc, je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Camille qui a un point de vue sur la ressource et après Colline. Moi, je peux commencer sur la partie évaluation de la ressource. Je serais peut-être un petit peu plus modulée, on va dire, sur l'impact parce que c'est vrai que nous, ce qu'on observe, on suit de nombreux projets de recherche là-dessus. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fonction du modèle climatique qui est déployé, eh bien, les impacts peuvent être très différents. Alors, je parle à l'échelle des différentes façades, mais on peut avoir des impacts qui sont positifs ou négatifs, qui varient énormément suivant le modèle climatique qui est déployé, et aussi une spatialisation qui peut être différente. Donc ça, c'est un point important qui fait que nous, à ce stade, côté RWE, on considère qu'il y a encore trop d'incertitudes pour pouvoir te prendre en compte dans l'évaluation de notre ressource de manière quantitative, systémique et à l'échelle d'un projet, l'impact de ce changement climatique, par exemple par l'application d'un facteur de perte ou de gain sur un site donné. C'est encore un peu tôt pour ça, il y a encore des travaux de recherche à faire. Et nous, on fait partie d'un projet qui est mené par le Carbon Trust et qui implique le Met Office, qui est l'équivalent en fait de Météo France en Angleterre, et qui a un projet en cours. Et il y a de nombreux projets en cours, comme celui aussi de France Énergie Marine. Je pense qu'il faut encore attendre les résultats de ces projets de recherche, peut-être encore d'autres sur ce sujet de l'évaluation de la ressource, parce que c'est moins évident que c'est vrai que c'est les sujets, par exemple, de hauteur d'eau. Alors néanmoins, nous, on le prend en compte quand même sur nos projets, mais on va le prendre en compte à l'échelle de l'analyse de risque que l'on fait et qu'on met à jour au fur et à mesure du projet sur l'ensemble de nos projets, donc risque ou opportunité, parce que ça peut aller dans les deux sens. Mais voilà, on le prend en compte à ce niveau-là, non seulement sur l'aspect ressources, mais aussi sur les paramètres météo-océan également. Donc je te passe la main là. Oui, Colline, s'il te plaît. Oui, du coup, de notre côté, donc pour le design des structures, on prend en compte l'augmentation du niveau de l'eau pour le design. Donc ça, c'est quelque chose qui est demandé par les normes et qu'on peut estimer de manière quantitative. Donc on prend ça en compte. Après, pour les autres paramètres, c'est un peu plus compliqué à prendre en compte parce que, comme le disait Camille, il y a une forte variabilité de l'évolution en fonction des modèles de prévision utilisés sur un même modèle, en fonction des prévisions, on peut avoir des effets différents. Donc, en gros, c'est encore un sujet sur lequel il y a de la recherche à faire pour savoir comment ça va impacter les vents extrêmes, les vagues, etc. Donc, pareil, on prend en compte plutôt en termes de risque, mais on n'est pas capable à l'heure actuelle de prendre en compte de manière quantitative l'effet du changement climatique sur les paramètres vent extrême, etc. pour le design. Et on voit qu'il y a une forte variabilité des résultats et donc il n'y a pas des tendances claires qui se dessinent et qui nous pousseraient à prendre en compte
à prendre en compte, ça pour le design. Donc on fait quand même, on participe à des projets de recherche sur le sujet pour progresser pour cette thématique et on peut s'appuyer sur un service climatique qui est d'EDF, donc qui est en charge d'étudier ce sujet à l'échelle du groupe et sur lequel on peut s'appuyer pour ces analyses. Merci beaucoup Colline, merci beaucoup à tous. Je pense qu'on arrive à la fin du créneau. Donc vous avez pu avoir un bref aperçu de la variété des sujets que l'on traite. Donc voilà, on a parlé ouragan, on a parlé profil de courant, Robin a parlé de phénomènes convectifs, hein, désolé, il n'a pas résisté. Non, on a parlé d'atterrage, changement climatique, donc vous avez vu tous les sujets, il y a beaucoup de projets de recherche menés au sein de FEM. On se permet de rajouter l'importance, voilà, à travers ces projets de recherche, d'acquérir de la mesure. C'est la clé si on veut commencer à comprendre mieux les phénomènes, raffiner les modélisations, essayer de mieux comprendre la physique. Donc c'est pour ça qu'on a tous ces partenariats. Et voilà, avec pour objectif final donc de raffiner au maximum les informations, les données d'entrée pour les projets, avec une vocation à la fin derrière donc d'optimiser les projets, donc c'est réduire les coûts, réduire les risques, et puis voilà, de voir le plus rapidement possible des parcs éoliens sur toutes les façades. En guise de conclusion, je tenais à remercier énormément les 4 participants qui ont fait le déplacement voilà, pour donner leur point de vue sur les différents sujets, pour vous présenter l'activité de France Énergie Marine, les besoins des industriels, les besoins d'activités de recherche. Vous pouvez rester parce qu'il y a une autre tribune scientifique qui enchaîne normalement juste derrière. Voilà, n'hésitez pas à revenir nous voir si vous avez des questions, si vous préférez les adresser en privé ou à nous contacter par mail après. Mais on espère qu'on a suscité un intérêt chez vous sur les activités de recherche et sur l'importance de mener tous ces projets. Un grand merci à vous 4 et bonne fin d'après-midi.